Mesdames, Messieurs, bonjour. Création d'un village intelligent pour des zones hors couverture numérique, l'Alliance Smart Africa l'en a décidé lors de son 9e conseil d'administration ce lundi. Le PAIN du 8 mars 2021 était officiellement dévoilé. Le motif choisi est celui de Pauline Rouba, la découverte dans quelques instants. Et au Mali, deuxième audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Tenue samedi dernier, on en parle à la fin de ce journal. Bienvenue dans cette édition et merci pour votre fidélité renouvelée. 9e réunion du conseil d'administration de l'Alliance Smart Africa tenue par visioconférence ce lundi. Le président du Faso et son homologue du Rwanda, Paul Kagame, y ont pris part. Le président Kaboré a réaffirmé l'engagement du Burkina Faso pour l'atteinte des objectifs communs définis dans le cadre de Smart Africa. Michael Toubriene, l'étape Soba. Smart Africa est une initiative panafricaine qui vise à accélérer le développement socio-économique durable du continent africain grâce à un accès au haut débit et à l'utilisation des TIC. Adoptée par des chefs d'État lors du sommet Transform Africa au Rwanda en octobre 2013, l'Alliance Smart Africa regroupe depuis 2014 la quasi-totalité des pays africains. À l'ordre du jour de ce 9e conseil d'administration, il est question entre autres du lancement des schémas directeurs de Smart Africa. Il y a 4 projets phares qui ont été lancés et qui seront mis en œuvre au cours de l'année 2021. Il s'agit du projet sur les identités numériques développé par le Bénin. Le deuxième grand projet lancé aujourd'hui concerne le large band au niveau de l'Alliance Smart Africa et ce projet est porté par le Sénégal. Ils ont aussi lancé un projet phare concernant les start-up du numérique. Ils ont montré que l'Afrique ne va pas se développer sans le digital et il faut des experts africains pour implémenter, pour mettre en œuvre leurs ambitions en ce qui concerne le digital. Et le 4e projet phare, c'est les villages intelligents. C'est un programme adapté pour des zones reculées, les zones qui n'ont pas accès aux communications électroniques. Le chef de l'État a par ailleurs souligné qu'au Burkina Faso, les universités travaillent au développement des filières spécialisées dans le data scientist, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Au sujet de l'initiative Smart Africa Digital Academy, il a pour objet le développement général des compétences au sein des pays membres. Roch Kaboré a exprimé le souhait du Burkina de faire partie des pays appelés à conduire l'expérience pilote envisagée dans le domaine. Je voudrais insister sur le fait que sur notamment l'initiative Smart Africa Digital Academy, qui a pour objet de développement général des compétences au sein, je dirais, des pays membres, dire que le Burkina Faso souhaite en tout cas être, je dirais, un pays qui va servir de pays pilote à la mise en œuvre, je dirais, de cet objectif. Je voudrais également réitérer ce que vous venez de dire en ce qui concerne la collaboration que nous devons avoir avec le secteur privé dans le cadre du renforcement de notre institution et également du financement des projets qui vont permettre la création d'emplois et de pouvoir implémenter le digital au niveau de l'Afrique dans tous les secteurs. Roch Christian Kaboré a également insisté sur la nécessité pour l'Alliance d'avoir un ancrage institutionnel, entre autres par la prise d'un acte juridique constitutif formalisant l'existence de l'Alliance. Le réseau national de lutte anti-corruption RENLAC tient depuis le 1er décembre et ce jusqu'au 10 décembre la 15e édition des Journées nationales du refus de la corruption. Cette année, ces journées sont placées sous le thème « Transparence et redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso ». Et dans ce cadre, le RENLAC a tenu un panel. Plus de détails avec Maxime Jean et Bambara et Tegawende Denizida. La 15e édition des Journées nationales du refus de la corruption, c'est aussi ce forum sur la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso. Le secteur minier burkinabé va mal selon le secrétaire exécutif du RENLAC.
Et ce forum, organisé par le Réseau national de lutte anticorruption, vise à mieux explorer les problèmes de ce secteur et mettre chaque acteur face à ses responsabilités. Justement là, nous voulons, à travers une dizaine de communications, permettre au moins deux choses. Premièrement, que nous puissions bien explorer les problèmes du secteur que beaucoup de structures avant nous ont fait, dont l'Assemblée nationale par exemple, et aussi permettre à chaque acteur vraiment d'être conscient de sa responsabilité. Et sur cette base-là, nous allons voir quelles sont les formes d'organisation auxquelles nous pourrons participer pour que ça change et pour que cette rencontre-là ne soit pas une rencontre de trop ou de plus. Avec 17 mines que compte le Burkina Faso, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais cette ressource minière ne semble pas profiter au Burkinabé, selon Sagado Nakanabo, qui pointe du doigt le phénomène de corruption et les mauvaises pratiques qui existent dans ce secteur. En l'espace de quelques années, le Burkina Faso est passé d'une mine à 8 mines et aujourd'hui à 17 mines. Et le Burkina a connu ce qu'on appelle un boom minier et est devenu un pays minier, c'est-à-dire un pays qui produit beaucoup d'or, qui permet donc d'avoir beaucoup de richesses. Mais malheureusement, l'or qui sort du sous-sol burkinabé semble s'envoler vers d'autres cieux sans profiter aux Burkinabés eux-mêmes qui en sont les vrais propriétaires. Et c'est dû à la corruption et aux mauvaises pratiques qui sévissent dans ce secteur. Pour ce premier panel, les participants vont passer en revue les dispositifs juridiques et institutionnels de la gestion minière au Burkina Faso. Plusieurs sous-thèmes seront abordés au cours de cette journée. Des sous-thèmes relatifs, entre autres, aux mécanismes de transparence et de redevabilité dans le secteur minier, aux bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises minières et aux codes miniers. Et parlons du secteur minier. Que représente-t-il au Burkina Faso? Quelle est la contribution de ce secteur dans le produit intérieur brut du pays? Les chiffres et les clés de lecture dans un élément de Géofrava avec la voix de Fatima Tanikima. Selon la Chambre des mines du Burkina, le secteur minier burkinabé est, aujourd'hui, considéré comme l'un des plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest, voire du continent, en raison de ses performances au cours des 10 dernières années. L'or est, depuis 2009, le premier produit d'exportation du Burkina Faso, avec 12 mines d'or et une de zinc. La contribution directe au budget de l'État est significative. L'or a rapporté au budget de l'État en 2018 la somme de 266 milliards de francs CFA. Mais l'or brille-t-il pour tout le monde? Pour qu'il puisse servir directement au développement local, un fonds est mis sur pied. Le fonds institué par le Code minier de 2015 se compose de 1% du chiffre d'affaires des sociétés minières et de 20% des redevances proportionnelles payées à l'État par les mines. L'arbre pourtant ne doit pas cacher la forêt. En 2016, les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières parvenaient à cette conclusion. 551 milliards 163 millions 803 556 francs CFA de manque à gagner pour l'économie et les populations, et cela sans compter le manque d'informations financières exhaustives de 2005 à 2010 et les manques à gagner non chiffrables. Le 12 avril 2019 se tient à Ouagadougou une rencontre du réseau national des maires des communes minières sur le fameux fonds minier de développement local. Les maires des communes expriment leur mécontentement. Il faut dire, c'est plus une question de mauvaise foi que toute autre chose. Il ne faut pas qu'on se leurre. Les miniers en 2015, comme le rapport de force ne leur était pas favorable, après discussion, ils ont accepté d'aller au fonds minier. C'est pour ça que le code minier a pu être adopté. Mais après, certains ont voulu reculer. La situation ayant changé, ils acceptent le principe d'alimenter ce fonds. Mais ils disent, OK, on va alimenter le fonds, mais on n'a pas confiance à l'État. Est-ce que si nous reversons ces ressources-là, l'État va les reverser au niveau des collectivités? Là, nous leur disons simplement, nous avons confiance en notre État. Certains maires dénoncent le manque de fermeté de l'État. Il y a la volonté des miniers, certes, il y a la volonté aussi politique de notre gouvernement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la loi
elle est une loi burkinabé, ça veut dire que le gouvernement est le garant de cette loi-là. Et elle devait prendre toutes les mesures nécessaires afin que les miniers puissent payer ces fonds. La situation ne va guère évoluer. Selon les calculs de la Cour des comptes, le montant total liquidé pour les sociétés minières de 2017 à octobre 2019 s'élève à 29 milliards. Le montant payé est d'environ 2 milliards 837 millions de francs CFA. Les restes à recouvrer sont estimés à 27 milliards 117 millions de francs CFA. Selon les explications de la Cour, le recouvrement par la perception spécialisée du ministère des Mines auprès des sociétés minières s'est heurté à la réticence des sociétés minières. À cela s'ajoute le débat devenu judiciaire sur les 640 sacs contenant du charbon fin. Il a rajouté aux suspicions déjà partagées sur la gestion d'un secteur que la majeure partie des Burkinabés regarde de loin. Le réseau national de lutte anticorruption pose le débat sur la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso. Le thème est au cœur de la 15e édition de cette traditionnelle journée nationale du refus de la corruption, JNRC. Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOEB a ouvert ce mardi à Ouagadougou sa 12e journée sur la bonne gouvernance économique et financière. Les solutions numériques et l'amélioration de la transparence dans la gestion publique ont été les angles de réflexion de cette rencontre. Sanata Séré pour le compte-rendu. Cette 12e journée du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget sur la bonne gouvernance économique et financière vise à contribuer à la promotion de l'utilisation des solutions numériques en vue d'améliorer la gestion publique. Il s'agira donc au cours de cette journée d'échanger entre autres sur les enjeux et défis de l'utilisation des solutions numériques au Burkina Faso et de débattre sur les liens entre transparence et digital. Le numérique, faut-il le rappeler, offre l'occasion à l'État d'accroître son efficience et son agilité pour l'utilisation et le partage sécuritaire et innovant des données en soutien à la prise de décision et au bénéfice de l'amélioration des services publics. C'est donc dans cette logique que le CIFOEB a voulu construire les débats de ce jour sous le thème « Solutions numériques et amélioration de la transparence dans la gestion publique » afin d'explorer les possibilités d'amélioration de la gestion publique grâce au numérique. Le contexte sanitaire actuel, lié à l'apparition de la COVID-19, une pandémie mondiale, nous convainc de l'opportunité pour le CIFOEB de consacrer cette 12e journée aux solutions numériques comme moyen d'amélioration de la transparence dans la gestion publique. C'est l'occasion également pour le CIFOEB de passer en revue les actions du centre sur le terrain et d'échanger sur les problématiques du moment des finances publiques. Plusieurs acquis ont été engrangés par le CIFOEB durant ces vingtaines d'années d'existence selon son président du conseil d'administration, mais des défis restent à relever. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. En tout cas, c'est aujourd'hui une organisation leader dans le domaine en tout cas du plaidoyer, la formation, de la capacitation dans le domaine des finances publiques, en tout cas comme acteur de la société civile qui intervient aux côtés de l'État en tout cas pour une meilleure gestion des finances publiques. En matière de participation, il y a encore des choses qu'il faut faire. Donc, il y a d'autres aspects sur lesquels le CIFOEB va continuer à travailler. En matière de suivi de l'exécution même des dépenses de l'État, il y a des défis aussi qui existent à ce niveau-là. Je crois qu'on l'a dit, lorsque effectivement des infrastructures sont construites et qu'après quelques années, il faut les reprendre. Donc l'investissement à ce moment devient très redondant et ça pèse lourdement sur l'impôt que les Burkinabés ont consenti effectivement à payer. Donc ce sont des défis qui restent d'actualité sur lesquels en tout cas le centre compte continuer à travailler pour les prochaines années. À la fin de cette journée, des prix seront décernés aux meilleures communes d'intervention du CIFOEB qui se sont distinguées en matière de transparence budgétaire, de participation citoyenne à la gestion des affaires publiques et d'accès à l'information. Un prix de la transparence institué par le CIFOEB pour le niveau local. Voilà qui va ravir les femmes. Le pain tissé officiel pour la célébration de la Journée internationale de la femme au Burkina, édition 2021, a été dévoilé hier. Face à la presse nationale, la ministre en charge de la femme a également déroulé le programme et les enjeux de la célébration du 8 mars 2021. Reportage signé Fatima Tanikema. À 3 mois de la célébration de la Journée internationale de la femme, le ministère de la Femme met les petits plats dans les grands. Ce 8 décembre, Marie-Laurence Ilboudo-Marchal a présenté le pain tissé retenu pour cette date. Après plusieurs sélections, c'est le motif proposé par Pauline Woba de la région du Centre-Sud qui a été retenu. Et pour l'encourager,
elle va recevoir un prix de 2 millions de francs CFA pour avoir été retenue. Les caractéristiques du pain seront diffusées gracieusement à l'intention de l'ensemble des tisseuses de pain sur le plan national. La conception, la fabrication ainsi que la vente du pain imprimé, lui, ont été confiés à l'entreprise qui a été retenue en 2019 suite à l'appel à candidature. Contrairement au pain tissé, le motif du pain imprimé n'a pas été dévoilé ce jour. Mais selon la ministre de la Femme, une commission mise en place a fait le choix du motif. La dite commission a retenu un motif unique qui, dans le souci de préserver son unicité et d'éviter la contrefaçon, nous ne pourrons pas malheureusement vous faire voir le pain à ce stade, le pain imprimé. Le pain imprimé ainsi retenu portera le thème ainsi que le logo du ministère qui a fait l'objet de l'enregistrement auprès de l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle. Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives. C'est sous ce thème que se tiendra la Journée internationale de la femme édition 2021 au Burkina Faso. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que les zones à fort défi sécuritaire, c'est le numérique qui est utilisé par les transferts que vous appelez les transferts téléphoniques, là, le numérique, pour que les femmes puissent accéder. Et cela est un outil important pour la sécurité même des femmes. Parce que nous savons que si elles manipulent l'argent comme ça, elles peuvent elles-mêmes être en danger. D'où la nécessité de leur apprendre l'utilisation de cet outil qui leur permettra aussi d'avoir accès à l'inclusion financière. Un thème qui sera développé lors des formations en faveur des femmes, selon Marie-Laurence Ilboudo-Marchal. Page internationale à présent au Mali, la deuxième audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation a été effective ce samedi à Bamako. 12 victimes sélectionnées parmi les 19 000 enregistrées ont témoigné. Les autorités de la transition ont manifesté leur intention d'indemniser toutes les victimes des différentes crises maliennes. Bourem Massoulou, notre correspondant au Mali. Cette journée de témoignages des victimes des exactions des forces de défense et de la sécurité, comme celle des groupes armés, était empreinte d'émotion. Mahamar Al-Matar Touré est le chef de village de Bamba Poste. Il est venu témoigner au nom de sa localité, car, estime-t-il, la CVGR leur en a donné l'occasion. Ah oui, la CVGR a été d'une grande importance parce que voilà que nous avons pu rapporter la vérité à nos autorités, n'est-ce pas, à l'opinion nationale et internationale. Une reconnaissance qui nous a permis ce jour-là de raconter tout ce qui s'est véritablement passé il y a 26 ans. Les 12 victimes sont choisies parmi les 19 000 identifiées. Un travail psychologique colossal a été abattu pour amener ces personnes à parler lors de cette audience publique. Un soulagement pour Makan Kaloga, le psychologue qui suit ses victimes. L'une de mes missions principales était d'amener ces victimes-là à pouvoir relater correctement leurs récits en public. Et c'est là comment, en les faisant débarrasser de toutes les entraves qui pouvaient les empêcher de bien dire, de bien relater leurs récits en public, pour qu'après, elles ne se sentent pas encore frustrées de n'avoir pas tout dit ou de n'avoir pas été à la hauteur. Et cet exercice, nous l'avons réussi. Toutes ces victimes doivent être indemnisées par l'État malien. Une question déjà prise en compte par le ministère de la Réconciliation nationale. Vous savez, déjà, il faut mettre en place d'abord une politique d'indemnisation qui est en cours d'élaboration. Je pense qu'elle est même en cours de validation. Et dès que cette politique sera validée, c'est de voir avec l'État et les partenaires comment la prendre en compte. Et n'est pas facile. L'État malien aujourd'hui ne peut pas prendre en compte seul la mise en œuvre de cette politique d'indemnisation. C'est la deuxième audience publique sur les 6 prévues par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Mise sur pied en 2014, la CVGR a pour mission de tirer au clair les crimes liés, entre autres, aux rébellions et coups d'État que le Mali a connus depuis 1960. Autre actualité internationale, visite d'État du président égyptien en France ce dimanche. Son séjour de 3 jours à Paris était l'occasion de renforcer la coopération bilatérale face aux crises au Moyen-Orient. Suivez ce reportage.
Paris ne veut pas conditionner aux droits de l'homme ses relations avec le Caire en matière de défense. Déclaration du président français Emmanuel Macron qui recevait ce lundi son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Le locataire de l'Élysée entend privilégier le dialogue alors que les deux pays ont renforcé leur coopération commerciale et militaire. On en parle de manière extrêmement franche avec le président Sisi, comme on en avait parlé en effet en janvier 2019. Je cherche toujours, d'abord sur les principes, à convaincre qu'une société civile, je le disais, dynamique, inclusive, où chacun est représenté dans les désaccords qui peuvent exister, plus protectrice de tout risque de terrorisme, même si nous avons l'un et l'autre, nos pays, devrais-je dire, à vivre avec cela, et plus protectrice que la répression politique. Le Caire reste un partenaire stratégique dans la gestion des crises régionales, notamment en Libye. Vous vous concentrez sur ce problème des droits de l'homme et vous nous décrivez comme ceux qui n'auraient aucun respect pour notre peuple, comme si nous n'aimions pas notre société, comme si nous étions des dirigeants violents, des despotes. Et c'est inacceptable. Depuis la destitution du président Mohamed Morsi par l'armée en 2013, une répression s'est abattue sur toute forme d'opposition. Selon les ONG qui pointent du doigt l'indulgence de Paris, l'Égypte compterait plus de 60 000 prisonniers politiques dans ses geôles. Restons en France, attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015. Le procès a repris après une longue interruption. Le parquet antiterroriste de Paris a requis l'emprisonnement à perpétuité contre Ali Riza Polat, principal accusé dans cette affaire. De lourdes peines ont été également prononcées contre tous les accusés. La prison à perpétuité, c'est la peine requise contre Ali Riza Polat, 33 ans, principal accusé dans le procès des attentats de janvier 2015 en France. Devant la Cour d'assises spéciale de Paris, les avocats généraux ont souligné le rôle pivot de cet homme dans les attaques contre Charlie Hebdo, une policière de Montrouge et l'hypercachère. Le parquet antiterroriste a réclamé de lourdes peines contre la plupart des 14 accusés. Cette réclusion criminelle à perpétuité qui a été requise à l'encontre d'Ali Riza Polat est effectivement ce matin ce qui était attendu par les parties civiles et qui est devenu concrétisation dans ces réquisitions. Nous verrons ce que la Cour d'assises décidera dans son verdict qui est attendu le 16 décembre. 6 ans après les faits, une autre peine de perpétuité a été réclamée contre Mohamed Belloussine, jugé par défaut pour complicité de crimes terroristes et présumé mort en Syrie. 30 ans de réclusion ont été requis pour Ayad Boumedienne, l'ex-compagne en fuite d'Amédi Koulibaly. À l'encontre des 11 autres accusés, les peines réclamées vont de 5 à 20 ans de prison. Et une information en bref avant de clore ce journal, nous venons de l'apprendre. À Tanguy d'Assouré, des manifestants ont barricadé la route nationale 1 en signe de protestation contre la mort d'un jeune. Le jeune en question aurait été abattu par la police pour refus d'obtempérer lors d'un contrôle. Nous reviendrons plus en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. Et voilà qui met fin à ce 13h que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. Sonia Kokti vous retrouve à 20h et Nadine Zongo demain matin à 7h30. Excellente suite de programme sur la télévision interactive.